Bienvenue de retour dans cette présentation. Et on a une session sur le retrait de l'État ou l'absence de l'État dans les situations de risque. Et on commence avec Christelle Fifaten-Onsou, qui est chercheur associé à l'unité de recherche Migration et Société de l'Université de Paris et qui va nous parler d'un désert médical Picard, je crois. Oui, bonjour. Je vais partager, j'ai essayé, c'était un peu compliqué. Je vais partager mon écran. Vous le voyez? Oui, vous ne voyez pas mon écran. D'accord. Partager l'écran. Tu as un bouton vert avec une flèche. C'est bon. Voilà. C'est juste, voilà. Je suis en train de partager. Ok. On voit l'écran. D'accord. Et donc, je vais partir du début. Donc, oui, bonjour, rebonjour à vous tous. Bon, ça a été une année très, très, très compliquée. Merci pour l'organisation de la journée. Malgré tout, une année dont je ne connais pas l'issue encore en réalité parce que effectivement le terrain était extrêmement compliqué. Mais bon, je vais quand même vous partager un peu le travail, partager avec vous le travail que j'ai pu faire un peu sur le peu de terrain auquel j'ai eu accès. Donc, cet été, au moment du déconfinement, j'ai pu retourner donc en Picardie. C'était extrêmement compliqué. Donc, mon travail qui s'appelle médecin en campagne, évidemment, ça peut être contradictoire les titres là entre professionnels de santé et médecin en campagne. Médecin en campagne parce que l'organisation que je vais présenter sur le terrain se base beaucoup sur les médecins qui portent un peu tous les projets que j'ai pu observer. Donc, l'idée de ce travail, c'était donc de documenter le désert médical. Donc, la définition la plus évidente, c'est une zone sous-dotée, aussi bien en infrastructure qu'en personnel de santé. C'est une notion extrêmement politisée parce que de temps en temps, les politiques publiques en parlent, mais c'est plus les élus qui, pour justement demander des financements, demander à ce qu'il y ait une action politique qui soit faite sur leur territoire, mobilisent cette notion-là. Pour justifier l'intervention de l'État, donc. Et puis, il y a tous les discours, tous les débats médiatiques, notamment, qui parlent du recul des performances du système de santé français, qui pendant longtemps était le système de référence au niveau mondial. Et puis, le risque aussi, c'est la rupture de l'accès aux soins sur des territoires appauvris, paupérisés. Donc, j'ai mis là des médecins qui me disent on est vraiment en voie de sous-développement. Donc, c'est pour dire vraiment le risque, la peur que ces gens ont de la situation sanitaire sur ces territoires-là. Mais la persistance des déserts médicaux, voire leur aggravation, montre que le problème ne peut pas être réduit à la seule démographie médicale comme on a… En tout cas, c'est la réponse, c'est les mesures correctrices. Les mesures correctrices portent notamment sur cette démographie médicale. Donc, on dit notamment que c'est une question de distribution, de répartition des médecins. Non seulement la question du désert médical ne concerne pas uniquement les médecins, donc ça concerne tous les professionnels, donc médicaux et paramédicaux, mais ce n'est pas seulement une question de répartition, donc. Et l'idée, c'est de comprendre la désertification médicale en tant que processus multiscalaire. Donc, non seulement ça concerne l'évolution, les dynamiques locales, les dynamiques sociales, les dynamiques économiques des territoires, mais aussi l'impact que des réformes
globale qui concerne la santé, mais aussi la formation médicale, la régulation des professionnels, aussi bien médicaux, encore une fois, que paramédicaux. Quel impact tout cela? Et puis entre les deux, évidemment, les questions de référentiels politico-idéologiques. Donc là, notamment, on va utiliser un terme, le néolibéralisme, hein, qui est un peu extrêmement discuté, malgré tout. Et le travail que je fais est surtout, donc, l'entrée, c'est une sociologie des professions de santé, dont j'explore les déterminants des choix d'installation. On considérait aussi les formes de la pratique dans le désert médical, quels changements ça apporte, comment eux, ils se positionnent par rapport au discours, par rapport au désert médical, dans quelles conditions ils travaillent et comment ils prennent en charge, comment ils soignent, tout simplement. Affaire en Tardenois, le choix de cet endroit-là, c'est qu'a priori, je n'ai pas mis les guillemets, mais a priori, on a une offre de soins qui est pléthorique dans ce qu'on appelle le désert médical axonais, donc dans l'Aisne. La maison médicale, en fait, où va avoir principalement lieu mon enquête ethnographique, est un cabinet médical, mais installé donc sur 2 niveaux. C'est une maison un cabinet médical vieux d'une quarantaine d'années, donc qui existe depuis ce temps-là et qui devient depuis 5 ans, ils essaient de devenir en fait une maison médicale pluriprofessionnelle. Mais au moment du terrain, ils ne le sont pas encore. Parce que là, c'est un des aspects du terrain aussi, c'est de se rendre compte de tout ce qui est question économique, financier, enjeux financiers autour du montage, de la création d'une maison médicale, d'une maison de santé, des enjeux très éloignés de la santé des populations, des questions du soin, quoi. Donc, à faire en Tardenois, donc on a 3 cabinets infirmiers, plus donc la maison médicale, le cabinet médical, en dessous, les kinés, la diététicienne. On a donc 3 cabinets infirmiers dans la petite ville, donc d'un peu plus de 3000 habitants, plus ce qu'on appelle les consultations hospitalières. On va y revenir. Donc, l'intérêt de faire en Tardenois, c'est donc cet endroit avec pléthore d'offres de soins dans ce qu'on appelle un désert médical. Donc, l'intérêt aussi de ce travail, c'est d'explorer le désert médical dans un espace qui est la zone rurale. C'était mon intérêt pour la chose, la zone rurale dont on parle très peu en fait. On parle beaucoup des déserts médicaux, mais très peu de travaux sont inscrits sur des territoires dits ruraux. L'Aisne cumule les facteurs d'aggravation des inégalités de santé, donc les difficultés économiques des populations, une population âgée en déclin, donc avec des prises en charge spécifiques à mettre en place. C'est un autre important de bénéficiaires de la CMU, parce que paupérisation, encore une fois. Les difficultés économiques, il faut le souligner, c'est aussi des gens qui sont, pour le dire vite, très peu éduqués. Donc, qui ont des difficultés, par exemple, au-delà des difficultés économiques et financières, qui ont des difficultés, par exemple, à passer leur permis. C'est compliqué pour eux. Donc, tout ça, ça limite, ce sont des facteurs qui limitent l'accès aux soins. Et à côté de cela, donc de ces déterminants, de ces facteurs socio-économiques, on a l'impact des réformes hospitalières sur l'organisation des soins. Donc, on a notamment les regroupements d'hôpitaux. Donc, les hôpitaux, déjà, il faut y aller. Là, faire en Tardenois, les hôpitaux les plus proches sont ceux de Château-Thierry et de Soissons, qui sont à une vingtaine de kilomètres, c'est entre deux. Et au-delà, donc, il faut ces réformes hospitalières parce qu'il y a une vraie réorganisation des spécialités. Donc, les gens, même s'ils ont l'habitude d'aller à Soissons parce qu'une spécialité a été déplacée de Soissons et plutôt sur Château-Thierry, il faut qu'ils s'adaptent en fait à cette réorganisation. Et ce que ça implique aussi pour les hôpitaux, c'est une mise en concurrence des établissements. Donc, on a un regroupement, mais les hôpitaux sont mis en concurrence les uns par rapport aux autres.
Et c'est des questions qui émergent et qui sont prégnantes sur le terrain. Au-delà, la gouvernance, quand on parle de l'État, c'est une super agence qui organise tout cela, c'est l'ARS, qui a montré ses limites, notamment avec la crise du Covid. Et comme disait encore Estrait du terrain, les décisions sont prises dans les grandes villes, pour les grandes villes, Paris, Marseille, etc. Dès qu'on s'éloigne, on se rend compte que cela ne correspond pas du tout, pardon pour la coquille, aux réalités locales. Donc, c'est quelque chose qui est très fort pour les médecins, les professionnels dans les entretiens. Donc, là, j'ai fait des entretiens avec les médecins, des médecins donc, de la maison médicale, des médecins de l'hôpital de Château-Thierry, des kinés, donc de la maison médicale, un ostéopathe, une diététicienne. Alors, ce dont on se rend compte, parce que c'est dans ces contextes-là, je vais très vite, désolée, dans ces contextes-là, c'est l'espèce de grand remplacement générationnel des professionnels. Donc, on a des médecins âgés qui travaillent avec des médecins plus jeunes, qui, par exemple, pour montrer la problématique territoriale, le médecin qui est le plus jeune médecin de la maison médicale, par exemple, est un médecin formé à Reims, ce n'est pas l'Aisne, donc ce n'est pas la Picardie, mais il n'avait pas pu être formé à Amiens parce que Amiens était trop éloigné. Donc, il a demandé une dérogation pour plutôt être formé à Reims. Mais il a décidé de s'installer à faire en Tardenois. Et puis, c'est une question d'opportunité. Il est du Cru, il est de la région. Donc, il a fait ces stages-là dans ce cabinet-là. Et là, il prend le relais des 4 autres médecins généralistes qui, eux, pour 2, sont déjà à la retraite. Les 2 autres, dans pas longtemps, vont partir à la retraite aussi. Donc, il y a un vrai renouvellement générationnel qui se fait au niveau des kinés aussi. Et là, pour la maison médicale donc de Fer-en-Tardenois qui a été finalement lancée là fin septembre, on a une neuropsychologue qui s'est installée. Donc, c'est extrêmement rare comme spécialité, mais qui trouve une opportunité dans l'installation dans une MSP en zone rurale, donc en désert médical. Les professionnels donc, ont une préférence pour la pratique libérale. De toute façon, c'est l'opportunité. Et puis, en termes de patientèle, ils ont une vraie clientèle, parce que c'est ça aussi la spécificité du désert médical, c'est qu'il y a des vrais besoins. Donc, on ne manque pas de patients quand on est en désert médical. Et on a par exemple la diététicienne qui est sur plusieurs structures. Donc, elle n'est pas seulement à Fer-en-Tardenois, elle est dans 3 autres villes où elle consulte. Les médecins font beaucoup de remplacements. C'est comme ça qu'ils se forment. Mais c'est aussi un moyen aussi de tâter le terrain, de chercher des opportunités, de voir un peu ce qui peut être fait pour eux en termes de carrière, en termes de confort aussi de vie. Et puis tout cela à mettre en lien aussi avec leur vie personnelle, comment la vie de couple, comment on gère les enfants, si on en a, si on a des projets de maternité pour les femmes. On est dans une médecine rurale, c'est revendiqué par les professionnels médecins. On a une population paupérisée, donc c'est ça la ruralité aujourd'hui, c'est des gens, des vieux agriculteurs, beaucoup. Même si c'est un métier qui est en train de disparaître, mais il y a de vieux agriculteurs. Ils mettent en place des stratégies. Alors, on a des jeunes qui se blessent, donc on a des blessures, des accidents professionnels qui sont spécifiques en fait à cette activité agricole. Donc, c'est cela qu'ils doivent prendre en charge en urgence. Donc, il faut se mettre en place, apprendre des gestes spécifiques qu'on n'apprend pas pendant les stages à l'hôpital, par exemple. C'est ça la médecine rurale. Ce n'est pas seulement une pratique libérale, c'est vraiment une pratique spécifique à un environnement, à un territoire, à des activités spécifiques inscrites dans le territoire. Donc, non seulement ils sont porteurs d'expérience, ces médecins et ces professionnels, mais aussi d'analyses tirées de leur parcours de stage. Beaucoup font leur stage justement en zone rurale et des remplacements dans ces marges territoriales.
l'autre aspect que je voudrais partager avec vous rapidement, je ne sais pas combien de temps il me reste, c'est le déploiement, donc à Fère-en-Tardenois, j'avais parlé… Comment ? 2 minutes, je pense. D'accord, j'avais parlé de ce cabinet médical, de la pratique des libéraux. C'est le déploiement des consultations hospitalières. Donc, ça, c'est au cours des entretiens, notamment à l'hôpital de Château-Thierry, qu'on se rend compte qu'il y a un discours contre l'hospitalo-centrisme. Et pour un hôpital ouvert, l'idée pour ces médecins donc de l'hôpital, pour le coup, c'est de se mettre en réseau avec les professionnels libéraux, médicaux et paramédicaux, d'où le fait de suivre avec une grande attention la création des MSP. Donc, ils ont développé un partenariat avec la MSP de Montmirail, qui est dans la Marne, et ils veulent reproduire la même chose avec Fère-en-Tardenois. Mais donc, comme je vous le disais précédemment, il y a eu un gros problème avec la mise en place de la MSP de Fère-en-Tardenois. Mais ils ont quand même développé la consultation. En fait, ce sont des consultations avancées de chirurgiens, donc là, orthopédistes, pneumologues, gériatres, etc., qui vont faire des consultations hors de l'hôpital. Et pour conclure, c'est est-ce que c'est pas comme ça que finalement on va sauver l'hôpital, par des consultations avancées hors des murs de l'hôpital. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils se sont rendus compte que non seulement il y avait un éloignement avec les territoires et notamment avec les médecins traitants. Donc, les consultations hospitalières, c'est un moyen de se rapprocher des médecins traitants, de se mettre en réseau avec eux, de construire de nouvelles des proximités pour mieux prendre en charge les patients, mais c'est surtout une question économique parce que à un moment, avec le regroupement, les réorganisations dont je vous parlais, ces médecins se sont retrouvés à chercher des solutions en fait pour attirer les patients dans leur hôpital. Donc, une des façons de le faire, donc il y avait les médecins de la MSP de Montmirail, des médecins généralistes, donc, qui avaient besoin de spécialistes et ils ont envoyé des mails un peu partout dans les hôpitaux français et les les médecins de Château-Thierry ont répondu à cet appel-là. Et pour eux, donc, c'est vraiment un moyen donc de se rapprocher de la population et donc d'avoir des clients, quoi, des gens qui viennent se faire soigner à l'hôpital. Donc, voilà. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Et je passe directement la parole à Myrtille Picot, qui est chercheuse associée au Centre d'études européennes et de politique comparée à Sciences Po. Non, peut-être pas, non. Non, au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Ça ne veut pas dire que c'est à Sciences Po. Enfin, qui va nous parler du danger sur la ville et de la numérisation de la sécurité en ville. Merci. Je ne sais pas si moi, je peux du coup partager mon écran. Il faut que tu départages, Christelle. Il faut que tu arrêtes le partage. Je peux reprendre la main. Ça fonctionne ? Ça va, ça marche. Ouais. C'est bon, on voit votre écran, merci. Ouais. D'accord, est-ce que… Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à la Fondation des sciences sociales, effectivement, de nous permettre d'avoir organisé toute l'année ces échanges entre nous sur ces questions et là, du coup, de présenter nos travaux. Donc, moi, je vais revenir effectivement sur donc, ce que j'ai appelé le marché des safe cities numériques, donc, qui est safe cities, qui est un peu le terme industriel, utilisé par les industriels qui développent ce type de dispositif. Et les liens avec le contrôle de l'espace urbain et des populations urbaines. Donc, du coup, qu'est-ce que j'entends quand je parle de dispositifs numériques pour l'espace urbain, donc des dispositifs de sécurité? En fait, on voit qu'il y a une très grande diversité de dispositifs numériques dédiés à la sécurité. Donc, à la fois, on a le développement de capteurs numériques, donc par exemple des caméras des caméras intelligentes, par exemple là, celles qui sont développées par Amazon et qui sont plutôt à destination des particuliers.
On a d'autres dispositifs où c'est de la vidéosurveillance plutôt destinée à la police, aux collectivités. Donc là, comme le logiciel d'analyse vidéo d'Evitech, où on a des algorithmes qui vont analyser en fait les images qui sont recueillies. Et on a encore d'autres dispositifs comme le Big Data de la tranquillité publique, une plateforme qui est développée par Engie pour la mairie de Marseille, où là, en fait, c'est plutôt des plateformes qui ont vocation à croiser un certain nombre de données différentes, à la fois de la collectivité, de la police, enfin de tout un ensemble d'acteurs différents, pour ensuite, dans l'idée, essayer de prévoir, de prédire, d'avoir des cartographies de là où il serait susceptible de survenir des crimes, de la délinquance, etc., ou des problèmes dans l'espace public liés à des manifestations avec beaucoup de gens sur la voie publique, etc. Bon, donc ça, c'est des dispositifs tels qu'ils sont présentés et qui ne fonctionnent pas toujours de la façon dont ils sont, je veux dire, ils ne font pas toujours aussi bien que ce qui est dit quand ils sont vendus. Donc moi, je me suis centrée pour resserrer un peu les enjeux sur les dispositifs qui sont destinés soit à la police, soit aux collectivités. Donc pas ceux qui sont destinés aux particuliers comme Ring d'Amazon ou là Flag pour le signalement d'actes de LGBT-phobie, etc. Qui là aussi est une application développée par le ministère de l'Intérieur, enfin des agents du ministère de l'Intérieur à destination des particuliers. Donc ça, c'est des choses que j'ai un peu évacuées. Donc, les questions que je me suis posées en fait sur ça, c'est finalement, on n'a pas à parler de société en danger. Quand le danger devient un marché, en fait, à qui profite le crime, entre guillemets. Donc, qui, en fait, s'investit dans ce marché, puisqu'il y a tout un enjeu autour de la question de la sécurité qui, normalement, est un domaine d'État. Donc là, en fait, on a une forme de privatisation, ou en tout cas, on a le développement d'un marché sur ces questions-là. Donc, qu'est-ce que ça fait à la sécurité ? Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ces menaces, ces dangers deviennent un marché? Donc ça, c'est les questions un peu qui ont sous-tendu mon enquête. Donc, sur le contexte, je vais passer un peu rapidement, mais le contexte de développement de ce marché de la sécurité numérique pour les espaces urbains, en fait, on voit que ça s'ancre dans 3 grandes tendances. D'abord, on a un développement exponentiel des capacités de calcul, mais aussi des données et des capteurs dans l'espace urbain, donc que ce soit des caméras de vidéosurveillance, des micros, tout un ensemble de données qui sont recueillies par les administrations des collectivités locales, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a aussi un marché de la sécurité privée en France qui connaît une croissance forte en fait, d'entreprises, notamment, enfin beaucoup d'entreprises étrangères, notamment de Chine, des États-Unis, d'Israël, qui arrivent dans le marché de la sécurité, et aussi beaucoup d'entreprises qui en fait sont issues des nouvelles technologies plutôt que traditionnellement de la vidéosurveillance ou de la défense, de la sécurité. Donc c'est un marché en fait qui est un peu remis en question par l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Et on a aussi finalement une histoire urbaine de la vidéosurveillance qui fait que les villes sont aussi au centre du développement de ce marché, puisque c'est aussi dans les espaces urbains que se sont beaucoup développées des activités de sécurité privée. Donc, quand on regarde qui s'investit dans ce marché, un des premiers résultats qui peut, voilà, c'est qu'en fait, finalement, ce marché est largement, il est très fortement soutenu par les représentants des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même un marché dont la construction est très soutenue par des acteurs publics et pas seulement par le développement d'une offre par des entreprises. Donc d'abord, on a à l'échelle locale, puisque la sécurité se transforme en un objet de concurrence interurbaine. Donc on a par exemple un très gros projet intitulé Safe City, qui est porté notamment par Thales et qui regroupe une quinzaine d'entreprises, qui est développé à Nice. Et donc, on voit bien que, par exemple, pour la mairie de Nice, la question de la sécurité, c'est aussi une façon de se démarquer, de se distinguer dans une concurrence avec d'autres villes. On a ensuite, à l'échelle nationale, en fait, un fort investissement dans la filière. Donc, par exemple, là, il y a eu la création d'un comité stratégique de filière industrie de sécurité, dans lequel il y a un fort investissement aussi à l'échelle nationale et qui entend positionner donc l'industrie française comme leader mondial de la sécurité de la ville intelligente. Donc l'idée, c'est aussi de faire émerger des champions nationaux
de la sécurité numérique pour les villes et donc de faire monter des entreprises françaises dans ce domaine qui puissent concurrencer les entreprises chinoises, américaines, etc. Et à l'échelle européenne, on voit aussi qu'il y a un fort investissement dans la question de la sécurité et notamment dans les nouvelles technologies de sécurité, notamment dans tout un ensemble de projets de recherche, et on verra un peu plus tard encore le rôle de la recherche dans ce domaine. Et donc, pareil, pour renforcer le marché européen de la sécurité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un très fort investissement d'argent public qui est investi dans ce domaine de la sécurité. Et c'est quelque chose qui est appelé à se poursuivre. Donc, en ce moment, vous avez peut-être entendu parler de la loi sécurité globale qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Il y a un livre blanc pour la sécurité qui est également sorti, qui est un peu un travail de prospective sur la sécurité et de proposition en parallèle de cette loi. Et là, donc, il est proposé notamment de multiplier par 3 le budget du ministère de l'Intérieur. Donc, si vous voulez, c'est un effort d'investissement d'argent public qui est appelé à se prolonger dans ce domaine. Pourquoi les représentants des pouvoirs publics sont centraux? C'est aussi parce que finalement, dans le développement de ce marché, ce qui est important, c'est aussi la question du cadre légal. En fait, vu que c'est des dispositifs numériques qui ne sont pas forcément pour l'instant autorisés, on peut prendre l'exemple de la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public, c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas autorisé. Eh bien, du coup, le cadre légal va fortement influer sur le développement de ce marché, puisque pour mettre sur le marché des dispositifs qui peuvent exister, déjà, mais il faut quand même qu'ils soient autorisés. Et donc, dans ce domaine-là, dans un domaine qui fait débat sur l'évolution des normes d'encadrement de ces nouveaux dispositifs, on voit que les grands événements sont en fait utilisés pour aussi essayer de pousser cette avancée cette évolution législative pour permettre plus de contrôle, plus de sécurité numérique dans les espaces urbains. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'une rencontre qui était organisée avec différents représentants des pouvoirs publics et des groupes d'intérêt liés à l'industrie de la sécurité sur les Jeux olympiques et paralympiques à venir en 2024, notamment à Paris, mais pas seulement, dans tout un ensemble de villes franciliennes et en France. Et donc, l'idée, c'est que, en fait, aussi, pour permettre une sécurité optimale pendant les Jeux olympiques, il faudrait arriver à lever les freins juridiques qui freinent les expérimentations pour pouvoir mettre en œuvre, en fait, par exemple, là, il est question de la reconnaissance faciale en temps réel. Donc, en fait, les événements qui sont des événements festifs, qui n'impliquent pas des foules, qui impliquent des groupes de personnes qui ne sont pas politisés, donc c'est des événements plutôt qui font consensus et qui sont plutôt soutenus en général par la population, sont en fait utilisés pour justement faire passer ces dispositifs, de nouveaux cadres légaux pour l'utilisation de ces dispositifs. Et ils peuvent se transformer en fait en terrain d'expérimentation de dispositifs numériques qui doivent être utilisés en temps réel pour pouvoir être réellement efficaces. Donc, quels sont les enjeux de l'utilisation de ces dispositifs numériques? Donc, je vais revenir sur quelques enjeux. Après, c'est plus des réflexions sur les possibilités, puisque pour l'instant, ces dispositifs ne sont pas encore réellement mis en œuvre, ils sont plutôt utilisés à titre d'expérimentation jusqu'à présent, donc c'est difficile de voir les conséquences ou les effets, mais c'est pour dresser quelques perspectives, notamment sur la dimension urbaine de l'utilisation de ces dispositifs, puisqu'il est souvent question des risques qui feraient peser sur les libertés personnelles, les droits, etc. Mais il y a aussi tout un ensemble de conséquences potentielles sur la façon dont on vit en ville aujourd'hui. Alors là, j'ai mis un exemple sur la question en fait de la localisation de ces dispositifs. Donc là, j'ai pris un exemple avec la vidéosurveillance à Paris. Donc c'est une vidéosurveillance traditionnelle, mais comme c'est difficile de cartographier l'utilisation de dispositifs numériques, intelligents, etc., c'est pour dresser des pistes de recherche. Mais en fait, ce qu'on voit quand on regarde la vidéosurveillance donc à Paris, c'est que finalement, ce n'est pas forcément que les quartiers populaires qui sont plus ciblés par la vidéosurveillance, en tout cas celle qui est déployée par la préfecture de police, mais c'est plutôt les quartiers en fait, qui sont très passants. Donc à la fois des quartiers touristiques, certes quelques quartiers populaires, mais aussi plutôt des quartiers centraux, des quartiers touristiques, des quartiers commerçants qui sont centrés.
Et donc, en fait, ce que ça peut ça peut nous interroger sur l'idée d'une division spatiale du contrôle, en fait. On aurait, plutôt que de penser qu'on aurait ces dispositifs qui cibleraient forcément les quartiers populaires, on peut aussi se dire qu'il est possible, en tout cas c'est une hypothèse, que les dispositifs numériques de sécurité ciblent plutôt les quartiers centraux, les quartiers commerçants, les quartiers touristiques, mais par contre que les quartiers populaires, eux, soient ciblés par une présence policière massive. Donc en fait, qu'on ait une division spatiale du contrôle, enfin socio-spatiale du contrôle, entre les dispositifs numériques et les dispositifs humains de présence policière. Donc ça, c'est une des premières choses à laquelle on peut réfléchir. La deuxième chose qui ressort de l'analyse des différents dispositifs qui sont utilisés qui sont développés par toutes ces entreprises et soutenus aussi par différents projets de recherche, etc., c'est en fait le contrôle des foules, qui est quelque chose qui est très, très développé, à la fois peut-être parce que c'est plus facile techniquement de développer ce type de dispositif, mais aussi parce que c'est un enjeu qui préoccupe énormément un certain nombre de personnels qui travaillent du côté de la police, etc., mais aussi des représentants des pouvoirs publics. Et donc, on voit qu'on a à la fois des projets, donc là, j'ai mis quelques exemples de projets qui ont été développés par l'Agence nationale de la recherche, donc pour les Jeux olympiques et paralympiques. Donc, il y a 6 projets qui ont été subventionnés. Il y en a 3 sur les 6 qui portent sur le contrôle des foules. Et notamment donc, sur des stratégies prédictibles de gestion des foules. On a un autre projet qui aussi est là plutôt sur les manifestations politiques. Donc, ce n'est pas cité explicitement dans le projet, mais c'est plutôt sur les manifestations en fait peu prévisibles, donc plutôt type gilet jaune. Et c'est un peu à la suite de ça que ce projet a été créé. Et puis, on a tout un ensemble de projets de vidéosurveillance automatisée où on a des algorithmes qui vont faire du comptage du nombre de personnes sur des espaces, envoyer des alertes quand il y a un nombre de personnes supérieur à une certaine densité, suivre des foules, etc. Donc, on voit que finalement, on a des nouvelles technologies, mais on revient à des vieilles théories qui se sont développées depuis même la fin du 19e siècle sur le contrôle des foules, la pathologisation des foules. Et on voit qu'on a une représentation de l'espace public finalement qui serait, l'espace public normal serait un espace public circulant où les gens ne s'arrêteraient pas, ne stationneraient pas, ne seraient pas en foule, et plutôt un espace dans lequel il y aurait des individus qui transiteraient, mais pas d'appropriation politique ou festive ou autre par des groupes de l'espace public. Et donc, dernier enjeu aussi qu'on peut soulever sur l'utilisation de ces dispositifs, c'est que ces dispositifs numériques, quand on est sur un site Internet, on peut facilement entre guillemets, on doit cliquer « je ne veux pas être suivi par les cookies de ce site », etc. On est censé pouvoir ne pas se soustraire en fait à ces formes de contrôle. Si on réfléchit à ça dans l'espace public, donc là, c'est un exemple qui est tiré d'un rapport sur l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police au Royaume-Uni. On voit qu'en fait, quand on met en œuvre ces dispositifs dans l'espace urbain, qui est un espace physique, c'est un effet très différent parce que là, on a en fait un pont, donc c'est ce qui est représenté par la ligne orange, un pont sur lequel est installé un dispositif de reconnaissance faciale, et les personnes qui ne souhaitent pas en fait passer par ce dispositif de reconnaissance faciale sont obligées de faire un tour à pied qui en fait est très très long, donc d'1,3 km, pour éviter ce dispositif. Donc on voit que en fait, quand c'est installé dans l'espace urbain, dans un espace physique, ça transforme en fait les circulations dans la ville, et ça peut aussi redoubler le contrôle de certaines populations qui sont déjà surcontrôlées. Mais bon, je ne vais peut-être pas trop revenir là-dessus. Donc, pour conclure, je voulais revenir rapidement aussi sur à la fois les questions, les résistances que suscite ce type de dispositif numérique de sécurité. Donc là, il y a une image du journal CQFD pour un événement, qui est un événement qui était organisé Anti-Safe Cities. Donc on voit qu'il y a une mobilisation politique autour du développement de ces dispositifs, notamment avec la campagne Technopolis, qui est menée notamment par la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'homme. Et on voit qu'il y a une mobilisation politique d'associations autour de ça. Et on voit aussi que cette question de la surveillance, elle peut donner en fait lieu à une forme inverse, qui est aussi la surveillance des forces de l'ordre, donc qui est une question qui a été beaucoup débattue avec tous les films qui ont été faits pendant des manifestations
des policiers et qui est débattu en ce moment donc, dans le cadre de la loi sécurité globale, dont un amendement envisage d'interdire le fait de filmer les policiers, donc qui est là un peu le sujet de la une de Libération, mais qui est une loi en fait, qui propose aussi plus largement de développer les drones qui pourraient filmer les manifestations et qui pourraient éventuellement servir pour faire de la reconnaissance faciale pendant les manifestations. Donc, on voit que c'est une question qui est aujourd'hui au cœur à la fois de résistance, mais aussi de forte tension, enfin, d'un débat politique important. Voilà, merci. Merci. Pardon. Mais je passe la parole à Laura Viau. Bonjour, vous m'entendez bien? Alors, je tiens tout d'abord à remercier la Fondation pour les sciences sociales et plus particulièrement José et Claudia qui nous ont accompagnés tout au long de l'année. Alors moi, je vous propose de faire un bond de 1000 ans en arrière pour nous projeter lors de la crise de l'an 1000. Alors, il arrive parfois que les États s'effondrent. Un État effondré, c'est un État qui ne peut pas affirmer son autorité. Les institutions judiciaires, les institutions administratives, les institutions financières deviennent à ce moment-là totalement inopérationnelles. L'État, en fait, ne peut plus assurer la sécurité ni la gestion des ressources sur son territoire. Il faut alors se poser la question suivante: que va devenir une société après l'effondrement de son État? Comment elle survit? Comment les personnes peuvent gérer leurs conflits en l'absence de tribunal? Quelles règles elles peuvent appliquer? Qui va pouvoir détenir un pouvoir sur l'ensemble du groupe? Le phénomène d'effondrement des structures étatiques n'est pas seulement théorique. Il existe un précédent historique qui est particulièrement intéressant, c'est celui de la crise de l'an 1000. Alors, pour bien comprendre cette crise institutionnelle, il faut brièvement distinguer 3 époques, c'est-à-dire la crise en elle-même, ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a eu après. Alors, ce qu'il y a eu avant, eh bien, c'est l'Empire carolingien du 8e au 10e siècle, qui avait des institutions complexes, des rouages particulièrement aboutis. C'était un système judiciaire dans lequel le droit avait toute sa place, où les décisions étaient fondées en autorité. Il y avait un personnel complexe qui gravitait autour des autorités chargées de rendre la justice au nom de l'empereur. Donc on avait des juges, on avait des professionnels du droit, des médiateurs, des scribes, des portiers dans les tribunaux qui filtraient l'auditoire, etc. À côté de ça, il y avait des règles de procédure qui étaient très strictes et la justice était rendue en application d'un droit écrit, d'un droit qui était officiel. Mais au Xe siècle, l'Empire carolingien va s'effondrer et il n'aura plus d'autorité du tout au début de l'an 1000. En fait, pour être très brève, l'Empire carolingien correspondait à l'actuelle Belgique, Allemagne, France, nord de l'Italie, nord de l'Espagne. Et au moment de la crise de l'an 1000, le roi ne détient plus que la moitié de l'Île-de-France. Tout le reste du territoire va être récupéré par des seigneurs. En fait, les institutions vont passer d'une structure centralisée, c'était l'Empire carolingien, à une structure de type micro-sociétal, c'est-à-dire celle des seigneurs. Le pouvoir judiciaire sous l'Empire carolingien était délégué, et pendant la crise de l'an 1000, il ne sera plus délégué, il sera uniquement partagé, c'est-à-dire que les seigneurs vont récupérer petit à petit toutes les prérogatives étatiques, celles de lever l'impôt, celles de rendre justice, etc. Donc concrètement, le tribunal n'existe plus. Les parties, à cette époque-là, ne peuvent plus conclure que des accords précaires, sans possibilité d'avoir accès au juge. On est dans un flou institutionnel total. Cette crise, qui a vraiment duré entre 970 et 1050 environ, laisse ensuite sa place à un système vraiment féodal abouti. Et il faut attendre le XIIIe siècle pour que le pouvoir royal se développe à nouveau, pour qu'il rebâtisse ses institutions et pour qu'un système répressif se mette vraiment en place. Donc, dans l'histoire des institutions françaises, on a ce XIe siècle qui est une période de flou général, une période où l'État s'est effondré, et par conséquent, ce siècle offre un terrain d'étude extrêmement intéressant pour voir comment les habitants, comment les populations ont pu survivre, ont pu s'organiser en l'absence d'État.
Alors, au moment de la crise, il y a deux phénomènes qui apparaissent. Le premier, c'est évidemment celui de l'apparition des violences, mais, et c'est là que c'est intéressant, elles s'accompagnent surtout de l'émergence de nouvelles normes qui vont réguler la société pour éviter qu'elle ne tombe dans une situation chaotique. Alors, mon premier point concerne l'apparition des violences. L'effondrement de l'État rend à la fois le droit et l'appareil judiciaire totalement inopérants. Les seigneurs ont récupéré tout le pouvoir sur un territoire donné et vont se faire la guerre les uns les autres pour accroître leur propre territoire. Donc les sources notent l'existence de vols, de guet-apens, de meurtres, mais surtout de mise à sac des terres, de mise à sac des églises, des incendies, etc. Mais par contre, pour éviter de rester dans cette situation chaotique, vont émerger des assemblées populaires de paix. Au début, ce sont les ecclésiastiques qui ont lancé ce mouvement. Les évêques et les abbés, en fait, se sont réunis à plusieurs endroits en France pour faire connaître au peuple, en tout cas pour lui proposer des modalités de paix pour éviter de plonger dans le chaos. Donc, les assemblées regroupent les hauts dignitaires ecclésiastiques, évêques, abbés, etc., et les notables locaux. La première assemblée se tient en Poitou, à Charroux, en 989, et elle réunit à ce moment-là tous les évêques de l'Aquitaine et les principaux seigneurs. Les laïcs, comme les hommes et les femmes, sont conviés, et les ecclésiastiques vont proposer aux laïcs de prêter un serment d'observation de la paix et de non-nuisance à autrui. Les règles sont les suivantes. Eh bien, les laïcs, les seigneurs peuvent se faire la guerre, mais ils ne doivent pas violer d'église, ils ne doivent pas saccager les terres, ils ne doivent pas voler les animaux qui servent évidemment à nourrir la population, et globalement, ils ne doivent pas brutaliser. En fait, par là, l'Église essaye de se substituer au pouvoir central qui est défaillant pour rétablir l'ordre. Ce mouvement d'assemblée de paix, qu'on dit assemblée de paix de Dieu parfois, va se diffuser dans tout le Midi, va s'étendre à la Bourgogne, va s'étendre à la Catalogne. Et à chaque fois, on va trouver dans ces assemblées des serments, celui d'une part de ne pas porter atteinte aux églises, aux clercs et aux biens, et le deuxième serment, qui arrive un peu plus tard, celui de respecter des règles de paix sur une durée de 7 ans renouvelable. Et en fait, ces règles de paix visent à régir la guerre, c'est-à-dire qu'il y a des jours où il va être interdit de combattre. Par exemple, on ne peut combattre que le mardi, on ne peut pas combattre contre les populations pauvres, etc. On ne peut pas toucher à certains biens. Donc on voit apparaître finalement une réglementation de guerre, en fait, qui évite de sombrer dans le chaos, mais qui repose essentiellement sur la volonté commune de respecter ces règles qui sont implicites puisqu'elles n'ont pas de valeur officielle. À côté de ces rassemblements qui visaient à promouvoir la paix de manière générale, émerge dans les rapports entre les particuliers une pratique très particulière qui est celle des convenientiae, c'est le mot latin de l'époque, mais on peut le traduire par convention. En fait, les seigneurs produisent leurs propres droits, ça s'appelle des coutumes. Les coutumes, c'est une série de pratiques, de règles, plutôt d'origine populaire, qui sont suivies et consenties par les membres d'une société. Mais à côté de ces coutumes qui sont pleinement acceptées, on voit apparaître aussi ce qu'on appelle des mauvaises coutumes. Ce sont des taxes sur les terres qui sont pas acceptées de la population parce qu'elles sont trop hautes. Ce sont aussi des usurpations de terres. Et justement, pour combattre ces mauvaises coutumes, la population va mettre en place un système de convention. C'est-à-dire que quand quelque chose ne convient pas, quand un partage de terre ne convient pas, les deux personnes vont être amenées à discuter elles-mêmes pour trouver un compromis. Alors, on va prendre un exemple. Je vous le lis, c'est très court. Les moines de Saint-Michel de Bruxières et les moines de Saint-Cybard d'Angoulême ont fait une convention concernant les 3 borderies. Une borderie, c'est une terre, située sur la terre de Boueix, qui dépendait de Saint-Michel. Les moines de Saint-Cybard posséderont à jamais la susdite terre, et les moines de Nanclar devront annuellement à jamais 3 sous de monnaie d'Angoulême pour la fête de l'apôtre saint Thomas de Nanclar. Cette convention a été faite dans chacun des 2 chapitres. Ça, c'est l'acte qui reste. Concrètement, dans cette affaire, on a 2 abbayes qui se disputent la propriété d'une terre. Ça, c'est le conflit.
Donc, pour résoudre ça et éviter que ça dégénère en violence, les parties vont être amenées à discuter entre elles. Donc, le litige n'est pas du tout traité comme un litige foncier qui nécessiterait la mise en place d'une enquête, de preuves, de débats. Il n'existe vraiment aucun élément de motivation et aucune analyse du passé. On ne cherche pas à savoir qui est vraiment propriétaire de la terre. Par contre, on va chercher un compromis. Donc, il y a deux parties. Il y a une partie qui va donc hériter de l'usage de la terre et une autre partie qui héritera d'une contrepartie financière en échange de l'abandon de la terre. On s'aperçoit finalement que par ces actes juridiques qui n'appliquent pas le droit mais cherchent le compromis, émerge la volonté de trouver entre les parties un accord, une volonté de rétablir un équilibre qui avait été rompu par la dépossession. Et en aucun cas, on ne va chercher à raisonner en droit. Par contre, on arrive à une situation de paix. Dans le cas présent, pour sceller l'accord, en fait, on va prendre un morceau de parchemin et on va rédiger l'accord sur le côté gauche et le côté droit. Ensuite, on met un titre au milieu de la feuille, le nom de la terre en question, par exemple, et ensuite on découpe le parchemin et chaque partie récupère un morceau. Et comme ça, chaque partie est censée se souvenir que l'accord a été conclu et qu'il ne faut pas revenir dessus. Alors, il faut bien comprendre que cet équilibre-là est extrêmement précaire. C'est-à-dire que le compromis ne fonctionne qu'à partir du moment où les deux parties l'acceptent. Si une partie vient rompre l'accord, eh bien, la population procède à nouveau à une médiation qui va permettre de trouver un nouvel accord. Et les personnes qui vont intervenir, eh bien, ce sont des membres de la famille, ce sont des amis, ce sont des alliés. L'accord se trouve toujours dans le cercle fermé. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est vraiment de parvenir à un équilibre, de parvenir à une paix, sans sombrer dans les violences. En fait, on est dans des normes qui ne sont pas dans la satisfaction juridique des parties, mais dans la satisfaction émotionnelle des parties. Il ne faut pas chercher à trouver de coupables, il ne faut pas forcément chercher non plus de responsables, il faut juste chercher un équilibre qui est particulièrement délicat en ces périodes troublées. En fait, les hommes de l'an 1000 allaient vraiment au-devant de la consolidation de l'harmonie sociale, et ces convénientiers sont justement l'indice très précieux qu'existait des normes en l'an 1000 et qu'on n'a pas sombré dans un chaos. On a sombré effectivement dans des périodes de violence, mais elles ont été automatiquement le plus possible régulées, de sorte que la société ne s'effondre pas complètement. Et donc l'an 1000, du point de vue des normes, devient l'époque où existe une véritable culture du compromis au détriment d'un système répressif qu'on connaîtra par la suite et qu'on connaît encore aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, on peut prendre quelques questions. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, dans ces trois interventions, il y a la question du danger lié à la perte ou de la destruction de la confiance. Donc, par exemple, même si les sujets sont très différents, en fait, l'hôpital, quand on va à l'hôpital, on a vraiment la sensation qu'il existe, en France par exemple, un tissu de protection sociale, en général, qu'on trouve extraordinaire. Enfin, en tout cas, il existe des biens publics qui sont à la disposition de tous, qui sont répartis sur le territoire, etc. Et donc, on a ce sentiment de faire société, qu'il existe une sorte de fonds commun, de biens publics communs. Et la désertification médicale ou la disparition de ce tissu de santé remet en cause cette sensation de faire société, finalement. Et la question de la confiance, je trouve, se pose aussi avec l'émergence de la sécurité privée. Enfin, finalement, ce qu'on voit, c'est que le fait d'être filmé, que les images restent, qu'on puisse suivre ces trajets, que finalement, il n'y ait plus d'anonymat et que l'information reste aux mains de l'État, ça pose la question de savoir ce qui va devenir de cette information. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le fait que l'information va être effacée, ou qu'elle ne va pas être divulguée, ou qu'elle va être anonymisée,
ou pas. Et c'est ça la question principale, parce que sinon, il n'y a pas tellement de problèmes. Finalement, j'ai l'impression que c'est ça la question qui se pose, d'un point de vue normatif, hein, d'un point de vue de l'acceptation par la population. Et la troisième intervention, j'ai l'impression, en écoutant le récit tel que vous le faites aujourd'hui, qui est un peu différent de la version écrite, mais c'est le cas pour toutes les interventions, en fait, c'est que finalement, il y a un effondrement de l'État, mais après, il y a une substitution de ces conventions qui sont soutenues par l'Église, ces conventiae, etc., bon, c'est plus l'État, c'est plus l'Empire, mais c'est quand même un tiers au-dessus des partis qui, avec une certaine légitimité, qui impose des accords. Et là encore, et je me demande si en fait le fait que ça ait pris et qu'on ne soit pas resté dans un état d'anomie complet, c'était pas lié à la culture qui s'était instaurée auparavant, que vous avez très bien décrite et qui était très forte et très formelle. Et même si ces institutions formellement ont disparu, est-ce que dans les habitudes des gens, c'est pas un peu resté dans leurs mœurs? Voilà, donc il me semble que même si c'est cette question de la confiance et de la culture de la confiance ou de la culture de relations pacifiques se pose aussi dans cette intervention. Mais bon, c'est peut-être ma vision, et c'est peut-être aussi parce que je pense au thème de l'année dernière qui était crise de confiance. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, si vous voulez répondre. Si je peux me permettre, c'est la question de la substitution dont vous parliez, parce qu'il n'y a pas d'effondrement, il ne me semble pas qu'il y ait un effondrement, c'est plus effectivement un retrait de l'État qui se fait, qui laisse d'autres acteurs prendre le relais, notamment les professionnels, évidemment, parce que quand on parle de l'hôpital, c'est très... Il y a le débat sur pour le coup, la crise de l'hôpital. On a l'impression que le système de santé est vraiment autour de l'hôpital et que c'est ce que montre le désert médical en zone rurale, c'est que la santé, c'est pas l'hôpital, c'est justement les professionnels libéraux qui sont au devant de la population et qui prennent en charge les populations, qui les prennent en urgence. Quand je parlais d'urgence, c'est par exemple qu'il y en a plein qui ne sont même pas affiliés à la sécurité sociale et qu'il faut les prendre en charge d'une manière ou d'une autre. Donc, en ce sens, il y a un retrait, il y a une substitution en fait de ce service public par des gens qui sont plutôt, c'est des libéraux, donc c'est le privé, quoi. En gardant à l'esprit aussi que, il me semble, j'ai vu passer que 2/3 des hôpitaux français sont des hôpitaux privés. Donc, il y a un remplacement aussi du service public par la privatisation en fait de l'accès aux soins, et que c'est un aspect de cette privatisation, et que pour une importante part de la population dans ces zones marginalisées, la référence pour l'accès aux soins, ce n'est pas l'hôpital, c'est le médecin généraliste. Et c'est l'idée maintenant, c'est de faire en sorte que ce médecin soit un bon relais. C'est aussi ça le sens des réformes autour du recours aux soins premiers, c'est que ce médecin joue un rôle, soit suffisamment efficace pour emmener le patient qui en a vraiment besoin vers l'hôpital. Alors, quel hôpital? Il sera certainement de plus en plus privé. Oui, bien sûr. Non, mais il y a la fourniture publique de soins et il y a la prise en charge publique des soins. Parce que oui, l'assurance ça reste. La sécurité sociale reste quelque chose de national et d'étatisé, de socialisé. Oui. Même si on a recours à un médecin qui est à l'hôpital ou pas à l'hôpital, on est quand même dans un système de soins public tant que c'est remboursé. Oui, tout à fait. Prise en charge par l'assurance sociale. Tout à fait. Okay.